Bonjour à tous. Je pense qu'on va bientôt démarrer. Merci d'être venus nombreux et merci à Auxerre et à toute l'orga de CryptoXR d'avoir organisé cet event qui est vraiment cool, comme le dit la slide. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite histoire des hardware wallets. Ça va pas vraiment être une histoire de hardware wallet. En vrai, j'ai menti dans le titre. Mais ça va être des réflexions autour du design et de la sécurité des hardware wallets. Je peux peut-être commencer en une slide. Qui suis-je? Je vais essayer de tenir ça en une minute. Donc Nicolas Bacca, je suis un des cofondateurs de Ledger. J'ai fait beaucoup de cartes à puce avec mes deux cofondateurs, Olivier et Cédric, dit Christophe. C'est une private joke, donc vous pourrez me demander ce soir si vous voulez. Ouais, plus près. Ok, super, pardon. Chez Ledger, j'ai bossé sur différentes applications. Donc j'ai bossé sur Bitcoin, Ethereum, Ripple, Fido et Fido 2, qui sont les apps Security Key. J'ai bossé sur les intégrations wallet externes, donc tout ce qui pouvait faire tourner Ledger hors de Ledger, vu qu'on n'avait pas de Ledger Live à l'époque. Bosser sur le cycle de vie des applications, ce que Ledger a un HSM, et quand on charge une application sur son Ledger, en fait, on a un lien chiffré entre le serveur de Ledger et son device. C'est assez unique comme truc, donc je le mentionne. J'ai réalisé les premières attaques sur Trésor en 2015, avant qu'on ait un donjon. Vous pouvez regarder sur GitHub, c'est toujours intéressant, c'est du buffer overflow, c'est de l'exécution de code, c'est rigolo. Et tout nouveau, depuis la semaine dernière, malheureusement, j'ai dû faire de la gestion de projet de crise. Alors, je déteste la gestion de projet, et je déteste ce type de crise, donc voilà, une pensée pour David. Finalement, ça a fini moins pire que ce qu'elle pouvait finir, mais bon, une pensée pour lui. Donc, alors pour commencer, qu'est-ce qu'un hardware wallet? Un hardware wallet, ça va exister avec plein de form factors différents. Vous pouvez en voir quelques-uns là. Vous pouvez avoir des écrans, de l'USB, des cartes de crédit, un truc qui se transporte avec une brouette par là, un form factor un petit peu bizarre, et la tête de Russell Bridge que vous voyez pas parce qu'elle est derrière une plante. Mais donc, bon... ça va essentiellement protéger des clés privées. On pourrait plutôt appeler d'ailleurs un wallet un porte-clés, parce que c'est quand même, ça serait plus parlant, je dirais, sur son usage. C'est pas un portefeuille, vous n'avez pas de billets, vous avez juste des clés, les assets sont sur la blockchain. Quelque chose à garder en tête. Et un hardware wallet, qu'est-ce que c'est? C'est une séparation de cette clé hors du software. Donc en fait, un hardware wallet, c'est juste un dispositif qui permet de signer sa transaction, qui va faire toutes les opérations cryptographiques à l'intérieur d'un device. Et l'idée principale, justement, c'est de faire une isolation entre la couche logicielle qui peut être vérolée de partout et les clés qui doivent être toujours en sécurité. Pourquoi est-ce qu'on utilise un hardware wallet? Alors, quelque chose à retenir, c'est pas parce que vous avez acheté un hardware wallet que vous êtes protégé du mal. Donc, il faut faire attention quand on utilise un hardware wallet. C'est pas parce que vous le mettez autour du cou que tout se passera bien. Non, il faut réfléchir. Voilà. Donc, c'est justement le but de cette présentation, c'est de vous faire un petit tour des menaces et surtout de vous parler de ce qu'on appelle l'inconnu inconnu, à savoir les menaces auxquelles vous ne pensez pas. Parce que c'est super important en termes de sécurité de savoir exactement à quoi vous êtes confronté, sinon forcément vous ne pouvez pas vous protéger si vous ne connaissez pas l'attaque. Alors tout d'abord, la première attaque auquel on pense quand on utilise un hardware wallet, qui est l'attaque la plus simple, mais au final pas celle que vous allez voir le plus souvent, c'est un malware stupide. Un malware stupide, c'est un malware qui va juste, donc un virus qui va juste récupérer les clés privées de votre wallet et au final faire ce qu'il veut avec les clés privées, parce qu'une fois qu'il les a, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Comment est-ce qu'on attrape un malware comme ça? On va l'attraper en téléchargeant des choses pirates. À mon époque, on appelait ça du Warez. Bon, aujourd'hui, on va juste dire un téléchargement pirate. Ça peut s'attraper en lançant un script, par exemple, qui va être populaire sur GitHub. Sur l'IA, il y a plein de choses comme ça. Personne ne vérifie le script. Dans l'installeur, vous allez installer un soft qui va prendre le contrôle de votre PC et c'est fini. Si vous avez un wallet software, vous perdez vos cryptos. Ça peut être aussi, c'est assez récent en ce moment, des faux entretiens d'embauche. Vous allez faire tout un process bien long qui va bien vous impliquer de l'entretien d'embauche, donc vous n'avez pas envie de laisser tomber. À la fin, la personne va vous demander de télécharger un logiciel pour faire un vidéo chat. En fait, ce logiciel, c'est un malware, mais bon, vu que vous avez déjà passé plusieurs jours, vous le téléchargez, c'est fini, vous perdez vos cryptos. Tous les hardware wallets, j'ai envie de dire, même le plus mauvais, même le plus buggé, vont vous protéger contre ça, sauf s'ils sont vraiment complètement pétés. Parce que même si un hardware wallet n'a pas d'écran, pas de bouton, on est quand même obligé de le connecter pour signer. Et donc, vous êtes protégé contre les malwares tant que le hardware wallet n'est pas connecté à votre PC dans ce cas-là. Et un hardware wallet classique avec un écran et des boutons, évidemment, le malware peut rien faire puisque si vous ne regardez pas le hardware wallet et si vous appuyez pas, il n'a pas accès aux clés.
Ensuite, une autre menace assez classique, mais contre laquelle le hardware wallet ne va absolument pas vous protéger, donc à garder en tête, le phishing à l'ancienne. Phishing à l'ancienne, c'est quelqu'un qui va vous téléphoner, encore une fois, qui est prêt à passer plusieurs heures pour s'impliquer et pour vous convaincre que c'est très important de lui donner vos 24 mots. Qui va avoir plein d'informations sur vous, plein de détails, suite aux différents data breach qu'on peut avoir à gauche à droite. Donc malheureusement, ça, il faut faire très attention. Le hardware wallet ne vous protège pas. Il faut garder en tête qu'il ne faut jamais partager votre seed phrase, jamais partager vos 24 mots. Les 24 mots, c'est un super pouvoir. Ça permet de vous récupérer dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire, si jamais votre provider est tombé, si jamais vous perdez votre device, avec les 24 mots, vous retrouvez vos cryptos. Si vous avez vos 24 mots dans la tête, vous pouvez traverser la frontière et vous allez aussi retrouver vos cryptos. Je ne conseille pas de le faire, mais bon, c'est aussi une méthode. Donc, pour éviter le phishing, on pourrait se dire comment est-ce qu'on va régler le problème. Est-ce qu'on va régler le problème en éliminant les 24 mots, en éliminant la seed phrase? À mon avis, c'est pas une bonne idée du tout, parce que comme j'expliquais, les 24 mots, ça permet de se récupérer dans n'importe quelle circonstance. Si vous enlevez ça, vous n'avez plus de moyen de vous récupérer. Du coup, on commence à rentrer dans des choses qui sont très propriétaires et dans des choses qui vont vous bloquer chez un fabricant. Et ça, c'est un petit peu à l'encontre de ce qu'on fait en crypto. Petit teaser, on verra des solutions meilleures contre ça, mais à la fin. Du phishing on-chain. Là, on commence à arriver sur des attaques un peu plus sophistiquées contre lesquelles un hardware wallet ne va pas vous protéger non plus. Donc tout ça pour dire, c'est à garder en tête, le hardware wallet n'est pas une protection universelle. Là, vous allez faire une transaction et vous allez avoir un attaquant qui va vous envoyer une transaction avec une adresse qui ressemble beaucoup à l'adresse que vous avez utilisée, alors soit en réception, soit en envoi d'ailleurs. Maintenant, on peut faire les deux. Donc l'attaquant va passer un peu de temps pour grinder des choses, trouver une adresse qui ressemble. Et typiquement, si vous regardez que le début et la fin de l'adresse, comme tout le monde fait tout le temps, parce que les adresses sont illisibles, vous risquez d'envoyer vos cryptos à quelqu'un d'autre. Une autre façon de faire du phishing on-chain un petit peu maligne, c'est d'envoyer un NFT, de vous mettre dans le NFT une URL qui va dire c'est des récompenses pour AV par exemple. Vous allez voir le lien parce que vous êtes curieux, le lien vous demande vos 24 mots, retour à la case précédente, vous êtes mort. Donc là aussi, il faut faire attention, le hardware wallet ne va pas vous protéger contre ça, il faut faire attention à comment vous tapez des adresses. Idéalement, il faut utiliser des canaux auxiliaires pour passer des adresses, donc des SMS, du signal, n'importe quoi. Et surtout, si vous avez un moyen de taper des adresses qui ont un sens, qui se lisent, c'est mieux. Donc plutôt que de taper une adresse illisible, vous tapez tata.eth, un ENS, et là vous savez que vous allez envoyer des cryptos à votre tata. Un malware intelligent maintenant, qui est une autre menace contre laquelle le hardware wallet va pouvoir déjà un peu plus vous protéger s'il a un écran. Bon, s'il n'a pas d'écran, c'est mort. Un malware intelligent va par exemple modifier le presse-papier. Dans ce cas-là, vous prenez une adresse crypto, vous faites votre copier-coller pour la mettre dans votre wallet, mais malheureusement, à ce moment-là, l'adresse est remplacée par une autre. Bon, bah là, pareil, il faut bien lire ce que vous avez sur l'écran, et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, en fait. Là, on va arriver sur les malwares très intelligents, donc qui sont en général commandés par la Corée du Nord, et la transaction va être modifiée au moment où elle est signée. Dans ce cas-là, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Le hardware wallet, s'il commence à être assez sophistiqué, peut essayer de faire ce qu'on va appeler du clear signing, c'est-à-dire vous afficher ce que la transaction va faire. Ça devient très complexe à faire, surtout dans la DeFi. Donc afficher les paramètres de la transaction, ça peut ne pas vous parler du tout. Donc il faudrait que le hardware wallet soit suffisamment intelligent pour vous dire vous êtes en train de faire un prêt ou vous êtes en train de swapper 10 chats pour 100 chiens, par exemple. Mais donc il vaut mieux le faire dans ce sens-là, parce que sinon, encore une fois, c'est très dur à comprendre. Le problème de ces implémentations-là, c'est qu'elles sont en général réalisées d'une manière complètement propriétaire. Donc, ça va tourner sur un serveur, c'est un peu incompatible avec la philosophie qu'on va avoir dans les cryptos. C'est pas très bon pour la décentralisation, c'est pas très bon pour la vie privée non plus, parce qu'en imaginant que vous voulez utiliser votre ledger, pour prendre un exemple complètement aléatoire sur MetaMask, si vous faites ça, c'est peut-être pour pas envoyer toutes les données de vos transactions à Ledger. Avec un système comme ça, si derrière il y a quelque chose chez Ledger qui scanne les transactions, en fait, Ledger va quand même les voir. Donc là-dessus, pareil, petit teaser, on verra des solutions un petit peu plus sympas plus tard. Maintenant, une autre menace contre laquelle on va essayer de se protéger avec plusieurs stratégies. Le vol du hardware wallet, donc vol physique. Un attaquant arrive, récupère votre hardware wallet. Là-dessus, on va avoir deux solutions, enfin deux visions qui vont vraiment former les architectures. Soit on essaye de protéger le hardware wallet contre les attaques physiques, soit on fait en sorte que le hardware wallet ne contienne aucune information. C'est-à-dire que le hardware wallet va être sans état, en quelque sorte. Vous allez réinsérer votre seed à chaque fois, il va signer comme ça. C'est pas le plus courant. Il faut aussi faire attention aux attaques dites evil made.
ça fait moins ridicule que méchante femme de chambre, mais bon, c'était la traduction exacte. Une attaque Evil Made, ça va être une attaque physique où quelqu'un va accéder à votre hardware wallet, le modifier et le laisser là. Donc c'est pas un vol, c'est une modification sur place qui peut potentiellement être suivie d'un vol. Donc c'est une attaque plus sophistiquée, puisque là, l'attaquant va pouvoir modifier le comportement du hardware wallet et le récupérer ensuite. Gardez ça en tête. Si vous êtes très ciblé, si vous êtes dans un hôtel, quelque chose, ça peut toujours arriver. Alors, la protection contre les attaques physiques. Ça, c'est une tranche, je pourrais faire une présentation entière là-dessus, mais ça sera juste un slide. Il faut savoir que sans protection, un dispositif matériel, en général, il a du debugging, il peut se lire facilement, et dans ce cas-là, si on n'a pas de protection, si on a pris quelque chose d'open source, un attaquant va juste pouvoir le récupérer, brancher un câble, utiliser l'interface debug, récupérer tout le contenu du hardware wallet. Bon, c'est pas le plus courant, mais si vous avez fabriqué votre hardware wallet vous-même, c'est une menace à garder en tête. Une attaque active. On va essayer de modifier le comportement du hardware wallet en introduisant des perturbations. Tout ça, c'est des attaques physiques. Donc un attaquant arrive, commence à cibler le chip avec un laser, avec une pointe électromagnétique, et va essayer de changer le comportement du programme. L'idée, c'est qu'avec une perturbation électrique, le programme va pouvoir faire autre chose. Alors cette autre chose est assez non déterministe, mais le but, ça va être de sauter des pans du programme. Donc par exemple, sauter une protection, sauter autre chose. Et enfin, une attaque passive. On peut écouter le hardware wallet pour essayer d'en déduire quelque chose sur son fonctionnement ou de retrouver des secrets. Ce sont des attaques qui sont assez puissantes, difficiles à mettre en œuvre, puisqu'en fait, il faut avoir la main sur le hardware wallet ou laisser un câble trafiqué, par exemple, et le laisser opérer un certain nombre de temps. Mais il faut avoir en tête que ces attaques existent, et donc, est-ce que le hardware wallet se protège contre ou pas? Donc, une des techniques pour se protéger contre ça, ça va être de mettre à la fois le code du programme et les secrets du programme dans une puce unique. Je vais faire un petit peu de publicité pour les cartes à puce. Donc c'est une techno qui est utilisée depuis les années 80. Le problème d'une carte à puce, c'est que c'est un microcontrôleur qui va être très lent, parce que pareil, c'est une techno qui est très vieille. Et comme tout est intégré, on a très peu de RAM. Quand je dis très peu de RAM, il faut imaginer quelque chose qui tourne avec entre 10 et 50 K de RAM. Ça va être très choquant quand je dis ça. 50 K de RAM, c'est vraiment des cartes à puce de luxe. Ça ressemble à rien sur les critères d'aujourd'hui. Ensuite, c'est très difficile de mettre la main sur une carte à puce et de la programmer de zéro. En général, quand vous voulez travailler sur une carte à puce, on va vous la fournir avec un OS préchargé, typiquement du Java Card. Cet OS ne va pas vous permettre de faire exactement tout ce que vous voulez, il ne va pas être super élégant. Et quand on dit qu'on fait du Java sur une carte à puce, il faut considérer qu'on écrit pratiquement de l'assembleur. Donc c'est pas vraiment du Java, c'est du Java sans les classes, sans rien. Donc c'est un petit peu, c'est quand même très compliqué. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même garder en tête qu'aujourd'hui, c'est la meilleure protection qu'on peut avoir contre des attaques physiques ou des modifications, donc du tampering. Parce qu'on ne peut charger que du code qui va être signé et chiffré à l'initialisation de la carte. Et c'est une techno qui a fait ses preuves depuis un certain nombre de temps, et surtout dans des industries qui sont beaucoup plus critiques que les cryptos. Donc là, on va avoir plusieurs personnes qui vont jouer avec des cartes à puce. On a quelques fabricants qui vont mettre toute la logique métier sur la carte à puce. Enfin, je dis quelques, mais en fait, il n'y a que Ledger. C'était une pub indirecte pour Ledger. Désolé. Et d'autres produits vont utiliser des cartes à puce plus simplement, en général basées sur du Java Card, donc vont hériter de toutes ces caractéristiques liées aux cartes à puce. Parmi ces fabricants, donc Satoshi, Burner, qui est assez intéressant, que personne ne connaît, c'est sur Ethereum, ça s'est lancé le mois dernier, je vous conseille de regarder. Tangem ou la keycard de Statius, qui est aussi très peu connu, mais intéressant et open source. Une autre stratégie, donc si on n'a pas accès à une carte à puce pour se protéger contre des attaques physiques, ça va être de mettre son code et son secret dans des chips différents. Là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir réutiliser des chips qui sont tout prêts pour mettre le secret, qui vont savoir le détenir et donc en gros qui vont ressembler un peu à des cartes à puce, et de mettre toute la logique métier, toute la partie qui se programme dans un chip qui va être plus facile à attaquer. Alors, ça paraît un petit peu étrange de dire ça, parce que bon, voilà, mais en fait, c'est uniquement lié aux caractéristiques d'accès pour les chips. Si c'est plus facile d'avoir un chip qu'on peut programmer et que les chips qui gardent les secrets ne sont pas programmables, c'est une solution, c'est juste du pragmatisme. Donc ces puces, en général, ne vont pas être aussi sécurisées que des cartes à puce. Les derniers trésors utilisent, eux, une carte à puce, donc là, c'est un cas encore un petit peu différent. Mais du coup, la logique pour essayer de se protéger, c'est d'en utiliser plusieurs. Comme il y a toujours des attaques physiques qui sont possibles contre ces puces, même si elles sont moins faciles que contre des puces génériques, on va en mettre 1, 2, 3, 4, et puis on va splitter le secret entre les 4 différentes puces. Bon, là, sur le dessin, c'était pour rire, on ne va jamais en mettre autant, mais peut-être dans le futur, on verra. Le problème de cette architecture, je dirais, c'est qu'en général, c'est fait pour des raisons idéologiques un petit peu bizarres, et notamment, la signature va toujours être faite dans le composant qui est non sécurisé.
en disant bah oui mais si jamais il y a un backdoor dans le composant sécurisé, on signe dans le composant non sécurisé et comme ça on évite la backdoor. Sauf qu'en fait bon, on n'évite pas vraiment la backdoor, mais on ouvre surtout la porte à plein d'attaques physiques, puisque le composant étant non sécurisé, lui il est sensible aux attaques physiques. Du coup, c'est un petit peu étrange. Mais bon, c'est une architecture qui est très populaire. Aujourd'hui, on la trouve implémentée dans un très grand nombre de produits. Je ne vais pas lister tout le monde, mais à peu près tous les hardware, la majorité des hardware wallets, je dirais, fonctionnent avec ce type d'architecture. Ça va compliquer un vol direct, c'est-à-dire qu'un voleur qui va vouloir récupérer le hardware wallet, ensuite le casser, bah, il va avoir du mal. Par contre, on peut toujours avoir une manipulation en usine, puisqu'ici la manipulation en usine va viser le chip non sécurisé, et par exemple pourrait mettre un code en disant ah bah oui, on pense que c'est sécurisé, mais en fait non, puisque le code est différent. Ou une attaque evil made peut toujours faire du mal, puisque encore une fois, l'attaque evil made irait cibler le chip non sécurisé dans ce cas-là. Une autre attaque à laquelle on va penser de manière classique quand on a un hardware wallet, les attaques dites par la $5 branch attack. Alors déjà, bon, $5, on trouve plus de clés à molette à $5 avec l'inflation, donc on va plutôt dire $15. Une solution contre ça, ça peut être d'utiliser un 25e mot, donc dit une passphrase. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est à vous de voir. Moi, je pars du principe que si quelqu'un est prêt à faire une attaque physique contre vous, a priori, il a une bonne idée du montant de votre wallet, et que si vous lui sortez un wallet qui a un montant complètement différent en lui disant « bah non, j'ai tout mis, désolé, j'ai tout mis sur Trump et j'ai tout perdu », ça peut marcher ou pas. Donc c'est à vous d'évaluer le risque, mais en tout cas, les hardware wallets peuvent proposer une solution contre cette attaque en introduisant une passphrase. Passphrase qui peut être liée à un PIN pour que ça soit vraiment, pour qu'on ne voit vraiment pas en fait qu'on est en train d'utiliser la passphrase. Ça peut être une stratégie ou pas. Donc encore une fois, là, les hardware wallets peuvent offrir une solution, mais c'est pas une solution parfaite. Une autre attaque maintenant contre laquelle on va essayer de se protéger, mais alors là on commence à rentrer dans des choses vraiment extrêmement ésotériques, se protéger du fabricant en lui-même. Il y a plein de gens qui vont dire ah bah oui mais si jamais le fabricant est malveillant, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne réponse à cette question est on ne peut absolument rien faire. Au final vous faites toujours confiance au fabricant, sauf si vous construisez le hardware wallet vous-même. Alors je vais en parler un petit peu après, mais il faut bien voir que les 3/4 des gens ne vont pas construire leur propre hardware wallet. Pour ceux donc qui ont toujours envie de faire quelque chose et d'essayer de se protéger du fabricant, on peut avoir des solutions entièrement software si on considère que l'attaque va juste toucher aux composants cryptographiques. C'est-à-dire si on considère que le fabricant va avoir modifié la crypto pour essayer de signer des choses un petit peu différemment en introduisant des vecteurs par exemple qui vont laisser passer les clés. On appelle ça de la kleptographie d'ailleurs, c'est de la cryptographie qui est faite pour voler. On va avec du soft, diviser les process, faire en sorte que, par exemple, le hasard ne soit pas juste tiré par le device, mais soit partagé entre le device et son hôte, et on va réussir à faire des choses. Le problème, c'est que pour moi, c'est une vue qui est assez biaisée, parce qu'on considère que la seule source, la seule partie malveillante du fabricant peut être de modifier la crypto, alors que le fabricant pourrait aussi, dans ce cas-là, rajouter une backdoor qui fait que si un voleur le récupère, il a un moyen de sortir toutes les clés. Donc au final, bon, on a une petite solution, c'est pas parfait, il faut pas se bloquer là-dessus, parce que si vous vous bloquez là-dessus, vous allez réaliser que la seule solution, c'est de construire votre hardware wallet vous-même, mais si vous construisez votre hardware wallet vous-même, vous vous exposez à plein d'autres attaques, comme on va le voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on construit son hardware wallet soi-même? Si on fait confiance toujours aux composants qu'on va intégrer, donc typiquement vous n'allez pas acheter tous les composants au même endroit, vous n'allez pas prendre un kit tout fait, mais vous allez plutôt acheter les composants à droite à gauche et ensuite les assembler et charger tout, et que vous avez compris que vous êtes toujours exposé aux attaques physiques, ça peut être un modèle qui tient la route. À vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose à, je dirais, il faut avoir conscience de tous les vecteurs d'attaque précédents avant de se lancer dans quelque chose de ce type-là. Quand on fait ça, on flash le firmware directement depuis les interfaces du hardware. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de chances que quelqu'un arrive au milieu, modifie votre firmware. Là, vous avez quand même une assez forte garantie sur le fait que ce que vous chargez va être ce que vous exécutez. Il y a quelques projets qui font ça. Il y en a SeedSigner qui commence à être assez populaire sur Bitcoin, Spectre Do It Yourself qui est populaire aussi, Firefly sur Ethereum qui est par contre pas populaire du tout mais intéressant. Et vous pouvez aussi fabriquer vous-même votre trésor, en tout cas les anciens modèles, ou Jade de Blockstream, donc uniquement sur Bitcoin. Donc il y a des solutions. C'est clairement pas le plus courant, c'est rigolo à essayer si vous voulez le faire, et mon conseil si vous voulez jouer avec ça, c'est d'acheter tous les composants séparément, enfin chez des fournisseurs différents, comme ça vous limitez vraiment les problèmes. Maintenant, là où on commence à rentrer dans quelque chose qui est un peu plus tendancieux à mon avis, et sur lequel on pourra débattre pendant l'apéro, de préférence après quelques verres,
Si vous faites de l'open source en mode non do it yourself et que quelqu'un vous dit que ça permet de vérifier le hardware wallet, en général c'est faux. C'est faux pour une raison assez simple, c'est qu'un hardware wallet c'est un dispositif qui est fait pour ne pas être modifié. Donc quand vous allez charger un firmware sur votre hardware wallet, en fait vous n'allez pas parler directement au hardware, vous allez parler à un petit bout de soft entre les deux qu'on va appeler un bootloader. Et ce bootloader est en charge de mettre le firmware dans le hardware wallet. C'est-à-dire qu'il va vérifier que le firmware est authentique, il va vérifier sa signature, et s'il est content, il va remplacer le firmware existant par le nouveau firmware. Le problème de ça, du coup, c'est qu'il y a un bout de soft qui est inséré par le fabricant du hardware wallet au milieu et que si ce bout de soft est corrompu, au final, vous n'avez plus aucune garantie sur rien. Parce que vous prenez un firm, vous le téléchargez de GitHub, vous le compilez, vous le chargez. En fait, le bootloader a chargé autre chose. C'est-à-dire, derrière votre dos, soit il n'a rien chargé, soit il a modifié une partie du firmware pour introduire une backdoor. C'est pas vérifiable, parce que de toute façon, si vous vouliez le vérifier, il faudrait charger un autre soft pour dumper le firmware qui pourrait aussi être modifié par le bootloader, etc., etc. Du coup, l'open source non do it yourself, à mon sens, ça a un intérêt pour étendre le hardware wallet, donc ça a un intérêt pour les développeurs, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt pour vérifier le hardware wallet, ou en tout cas, c'est quelque chose d'assez faux. Alors là, vous allez me dire, bon, je suis parti dans un énorme délire, ça n'existe pas, c'est impossible. Un exemple d'attaque de bootloader gentille, je précise, on pourrait imaginer la même chose en version très méchante, mais celle-là, elle est gentille. Arcos, célèbre fabricant français de choses multimédia, de lecteurs multimédia, un jour a voulu se lancer dans le monde des hardware wallets. Ils ont pris Trésor, ils ont pris toute la bill of material, ils ont pris tous les composants de Trésor et ils ont créé un nouveau wallet qui était l'Arcos Safety, si ma mémoire est bonne. Mais ils avaient rajouté un chip en plus pour plus de sécurité. Bon, ils ont arrêté de le supporter, donc à partir de là, vous vous dites, est-ce qu'on le jette à la poubelle? Alors, heureusement, non, parce qu'il y avait un bug dans leur implémentation qui permettait justement de remplacer le bootloader du device, ce qui est normalement complètement impossible. Et du coup, vu qu'il a exactement les mêmes composants que le Trésor, on peut recharger le bootloader du Trésor, du coup on transforme effectivement un Arcos en Trésor. Et on n'a plus d'obsolescence programmée dans ce cas-là, jusqu'à ce que Trésor disparaisse, mais ça devrait prendre un peu plus longtemps. Bon, c'est un exemple d'attaque de bootloader sympathique que j'ai trouvé par hasard en tapant des choses sur GitHub. Je sais pas si je suis crédible en disant ça, mais ouais. Alors, pour finir, je dirais une vision qu'on peut avoir du futur, enfin c'est pas la fin, mais presque la fin. On peut avoir une vision plateforme sur un hardware wallet. Une vision plateforme, en fait, c'est ce qu'on a quand on a un ordinateur chez soi. Vous n'achetez pas un ordinateur pour faire tourner Facebook, même si, bon, ça peut arriver que vous passiez 95% de votre temps sur Facebook. C'est pas un ordinateur Facebook, c'est un OS. Et sur cet OS, vous rajoutez les applications. Ça, c'est une vision qui n'est pas du tout courante sur les hardware wallets. On va plutôt vous dire, on va faire un hardware wallet Bitcoin only. Bon, alors pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que sauf si vous savez déjà que vous n'avez pas d'OS ou que votre OS est pété, mais si vous avez confiance dans votre OS, la logique c'est plutôt de dire on va mettre un OS à plat et ensuite on va rajouter plein d'applications et au final un hardware wallet Bitcoin only c'est un hardware wallet avec un OS sur lequel on charge une application Bitcoin. Aujourd'hui, il n'y a que Ledger qui fait ça, donc avec un petit article expliquant comment ça fonctionne. Et à ma grande surprise, mais j'applaudis le fabricant qui va se lancer là-dedans, Fondation a annoncé que son prochain produit, donc le Passport Prime, tournerait selon ce principe. Du coup, c'est bien, on va avoir deux hardware wallets qui marchent comme une plateforme. Un autre moyen quand même d'utiliser aujourd'hui un hardware wallet comme une plateforme, c'est d'utiliser un hardware wallet open source qui va être basé sur une Java Card ouverte, parce que dans ce cas-là, on peut charger les applications, on peut remplacer des applications, et donc on peut commencer à regarder ce qui se passe. Pour ça, on a Satoship et Statius, notamment Satoship va vous vendre des cartes à puce Java Card vierges, donc avec les bonnes API qui vont vous permettre de jouer. Alors, si vous cherchez à explorer ça, ça peut être une bonne piste, plutôt que d'aller chercher des cartes à gauche à droite, voilà. Bon, et du coup, petit aparté là-dessus, qu'est-ce qu'un hardware wallet sans écran et sans bouton, comment est-ce qu'il vit au final? Parce qu'il n'a pas d'écran, donc on peut se dire du coup on n'a pas de validation de la transaction sur le hardware wallet, on n'a pas de bouton, donc on n'a pas de consentement sur le hardware wallet. Du coup on a une vulnérabilité accrue au malware, puisqu'on ne peut pas vraiment vérifier ce qui se passe. Et en bonus, on peut potentiellement avoir du rejeu. C'est-à-dire que par exemple, si vous saisissez votre PIN de votre carte à puce et que vous n'avez pas d'authentification, vous n'avez pas une session chiffrée entre l'hôte et la carte à puce, n'importe qui écoute entre l'hôte et la carte à puce peut voir le PIN et du coup peut le rejouer. Je ne vais pas faire de spoiler, ça concerne au moins un stand ici. Donc du coup, on a deux stratégies, je dirais, face à ça. Soit on va signer tout ce qui passe, donc ça par exemple c'est ce que va faire Tangem, soit vous pouvez forcer une politique multisig.
je connais un seul wallet, à mon sens, qui fasse ça. C'est une espèce de brique qui s'appelle BitKey et qui est liée à une multisig sur Bitcoin. C'est fait par Block, si ma mémoire est bonne. Une autre option, évidemment, si vous êtes dans une architecture ouverte, c'est de dire, OK, c'est une plateforme, et dans ce cas-là, l'utilisateur peut choisir de faire ce qu'il veut. Si, par exemple, vous voulez que votre wallet ne signe que sur Gnosis Safe, vous allez modifier l'application pour dire, OK, je ne signe que sur Safe, et vous pouvez le faire aussi, mais ça ne va pas être fourni de base. Donc, plusieurs stratégies, plusieurs implémentations. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça. Ma réflexion, ça serait de dire, bon, si vous avez une promesse qui vous dit, OK, c'est pareil, si vous n'avez pas d'écran, pas de bouton, vous êtes full en sécurité, ne craignez rien, tout va bien se passer. Ma réponse là-dessus, ça serait... Merci. Ma réponse là-dessus, ça serait de demander une assurance. Et si on ne peut pas vous donner d'assurance, c'est qu'on vous bullshit. Donc voilà, c'est une bonne stratégie en général. Quand on vous dit un truc qui a l'air trop beau pour être vrai, demandez une assurance. Après avoir dit tout ça, à quoi pourrait ressembler le futur? Donc c'était un petit peu le spoiler du début. Donc le futur, à savoir, on aurait des hardware wallets où du coup on peut se passer de seed, ou en tout cas la seed est moins importante, et on peut se passer potentiellement, on peut en tout cas rendre les choses plus simples plutôt que de tout lire. On peut avoir des contrôles qui sont faits autrement. Une vision qui est très intéressante et qui va être déployée aujourd'hui sur EVM, sur Ethereum, qui a été proposée par Base, ça va être d'utiliser de la compte abstraction, donc d'utiliser des contrats en fait. Le compte de l'utilisateur est remplacé par un contrat et ce contrat peut avoir plusieurs politiques de contrôle. C'est-à-dire que le contrat lui-même, par exemple, peut vérifier si une transaction s'est bien déroulée. Vous pouvez avoir des quotas. Vous pouvez dire j'ai envie de dépenser uniquement un NIS par semaine. Et c'est le contrat, donc on-chain, qui va faire toutes ces vérifications. Pour parler à ce contrat, vous allez utiliser un hardware wallet. Et surtout pour contrôler ce contrat, donc changer vos quotas, changer vos policies, vous allez utiliser un hardware wallet. Mais l'idée de ça, c'est que si jamais vous perdez votre hardware wallet, pareil on-chain, vous allez avoir une politique de récupération. Et la politique de récupération, ça peut être par exemple, sous 48 heures, vous présentez une seed phrase, vous présentez votre passeport, vous présentez un mail, et vous êtes capable de récupérer la main sur le contrat. Du coup, on rajoute encore plus de segmentation, on ne segmente plus juste le signer, on segmente aussi la logique du wallet, et on ajoute une logique on-chain au wallet. Je pense que ça, si on veut arriver sur une meilleure protection des systèmes, c'est vraiment la vision du futur. J'ai écrit un article dans Wallcrypt à ce sujet. Si vous achetez le gros bouquin à l'entrée, il sera dedans. Voilà, on va avoir 4 minutes pour les questions. Je vous remercie. Si vous voulez me poser des questions sur Twitter, c'est @btchip quand mon compte n'est pas suspendu, ce qui arrive à peu près une fois par an. Merci. Que pensez-vous de la technologie MPC qui est développée notamment chez Zingo Wallet? Pas que maintenant, mais cette technologie-là. Et en fait, son hardware, finalement, c'est son téléphone portable, on va dire, ouais, avec le logiciel dédié. Et j'ai pas entendu, alors vous avez peut-être parlé, mais la technologie MPC... Non, je parlais que des hardware wallets. Personnellement, je déteste le MPC pour plein de raisons. Donc je peux commencer par les premières, c'est qu'en général, les maths qui sont derrière ne sont pas du tout éprouvées. Donc on peut faire du MPC correctement, mais pas vraiment pour signer sur les blockchains actuelles. Du coup, c'est un petit peu complexe. Et surtout, les implémentations qu'on a du MPC sont complètement trompeuses. On parlait de Zengo. Par exemple, une implémentation du MPC qui va être faite sur votre téléphone portable, au final, toutes les shards sont déverrouillées par votre téléphone portable. Donc, si jamais votre téléphone portable est attaqué, toutes les shards en fait, vont être contrôlées par un même élément qui est attaqué. Du coup, l'intérêt du MPC disparaît. D'accord. OK. Bah ouais, désolé. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez de la future technologie du wallet archétique. C'est de la biométrie? Oui, c'est ça. Je déteste la biométrie, mais pour des raisons différentes du MPC. C'est du veineux. C'est du veineux. V2. Ouais, c'est l'empreinte de la veine. Ah, veineux. Ok. Ouais, non, alors je déteste toutes les biométries, mais alors pour des raisons différentes du MPC. C'est que la biométrie, pour moi, déjà, c'est des technos qui sont extrêmement propriétaires. C'est très très dur de faire de la biométrie en open source. Et ensuite, c'est des technos qui sont probabilistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une détection d'empreinte en biométrie, il y a des taux de faux positifs, des taux de faux négatifs. Et ensuite, on va ajuster son algo pour que ça tombe à peu près juste.
Le problème du ça tombe à peu près juste, c'est qu'il est peut-être valable à un instant du temps, il sera probablement pas valable plus tard. Et donc pour moi, utiliser de la biométrie comme unique moyen de contrôle, c'est pas une bonne idée du tout. Utiliser de la biométrie comme par exemple un PIN plus simple une fois que vous allumez votre téléphone et que vous avez tapé une passphrase très longue, ça c'est bien. Utiliser de la biométrie pour tout déverrouiller comme premier contrôle d'accès à froid, enfin après avoir redémarré, c'est pas une bonne idée, mon point de vue. Bonjour, merci pour la présentation qui était super. Face à la kleptocratie et le risque d'un fournisseur qui devienne malveillant ou se fasse compromettre, que penser d'une approche multisig avec par exemple un spectre qui va être contrôlé par un trésor, un ledger, un bitbox pour diminuer la surface d'attaque, quitte à introduire d'autres types de risques? Ouais, bah c'est une bonne solution. Ça va rajouter, non, mais c'est une très bonne remarque. C'est une bonne solution. Ça va rajouter un peu de lourdeur sur le management, notamment quand on fait ça sur Ethereum. Enfin, aujourd'hui, c'est bien d'utiliser un safe, mais sauf que bon, un safe rajoute quand même de la lourdeur. Mais ouais, c'est une bonne méthode. Bah, et je pense qu'on a fait le tour. Voilà. De toute façon, si vous avez d'autres questions, je suis là. Je serai toujours là ce soir. N'hésitez pas. Merci à tous et amusez-vous bien.